Sarkozy toujours pas en prison. Pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de l'expectateur qui a marqué: aujourd'hui à Marseille, des policiers municipaux ont bloqué la circulation en s'arrêtant au milieu de la route pour draguer une passante et échanger leur numéro de téléphone. La police est grade des snaps. C'est normal. Ah mais ils sont sérieux. C'est un sketch. Bref, on passe sur le post de Trump Fake News qui a marqué: des journalistes ont filmé ce qui semble être une dispute entre Trump et son épouse Melania. Les images montrent le président américain agitant son doigt devant la première dame tandis qu'elle secoue la tête en réponse. Bon, après on pourra dire qu'au moins lui s'est pas pris une baffe. Du coup, on passe sur le post de Zinedine et c'est marqué: en 2025, un policier peut venir chez vous avec une croix celtique tatouée sur le bras, symbole utilisé par les néo-nazis. Ça se passe à Saint-Victoré dans le 13 et ça en dit long sur l'infiltration des fascistes dans la police. Et là, il y a plein de personnes dans les commentaires qui lui ont dit que c'était seulement une croix celtique. Et il y a une personne qui a répondu: oui, mais il y a aussi la toile d'araignée. Il est où le gars? Parce qu'il avait mis un lien. Attendez, voilà, c'est là. Pour les crétins de retardés qui essaient de faire croire que c'est seulement un symbole celtique, alors qu'avec en plus la toile d'araignée sur le coude, la signification néo-nazie ne laisse aucun doute. Il a mis ce lien. Donc c'est de l'ICRA, guide d'identification des symboles racistes, néo-nazis ou ultranationalistes. Alors, croix gammée, croix celtique, KKK, roue dentée. Il y a ça, marteau, épée. Oh, il y en a plein les mecs, hein. Je savais pas, hein. Qu'il y ait tout ça. Ça, je savais. Attends, ça, White Power, hein, t'as capté. Ça, c'est bon. Il y en a les mecs, hein, des symboles. Ah, les marques aussi. Ah, il y en a. Ah ouais. Et on passe sur le post de contexte qui parle du procès de Jordi G. Qui est Jordi G? C'est tout simplement cette ordure qui avait deux femmes. Donc c'est marqué: alerte info, Jordi G a un comportement tellement irrespectueux lors de son procès pour le V de Claire et Mathilde que le président de la cour a dû lui ordonner de se taire. Propos potentiellement choquants. Il estime avoir raté son V parce qu'il n'a pas réussi à éjaculer à l'intérieur de ses victimes. Il dit: ce jour-là, j'étais comme en mission, je suis un militaire, je me dis je n'ai pas réussi ma mission. Sur le V de Mathilde, il dit: il n'y avait aucune intention de lui faire du mal parce que je lui disais je t'aime, je voulais l'embrasser. Il est complètement perché. Il a retiré sa chemise pour exhiber ses muscles face à l'avocat des victimes avant de se frapper les bras pour l'intimider. Il a aussi effectué des saluts militaires et applaudi ironiquement la plaidoirie. Du coup, on passe sur ce poste avec une des victimes qui parle. On écoute. C'est une dernière reconstruction, je pense que ça y est, c'est passé, ça fait 2 ans que je me bats justement pour cette histoire. Et je tiens aussi à remercier tout le monde de m'avoir soutenu, que ce soit en présentiel, pendant l'audience, mais également sur les réseaux sociaux, par tous les messages que j'ai pu avoir. Vraiment merci. Là aujourd'hui c'est du soulagement, c'est aussi une confrontation qui a eu lieu. J'imagine comment est-ce que vous avez vécu ces 3 jours À la fois ça a été un soulagement, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de le voir, de croiser son regard. À la fin aussi, il a également fait un mot pour Mathilde et moi-même. Je pense que ça fait quand même du bien de pouvoir voir qu'il a la paix qu'il mérite. J'ai vraiment été très bien défendue aussi par mon avocat et on voit à quel point le profit de cet individu est vraiment dangereux. Vous attendiez des excuses vis-à-vis de ça. Est-ce que vous pensez que ça vous permettre la peine de demander du temps sur Je pense, ouais. Je pense que le fait que ça ait duré ces 3 jours-là et le fait que justement il y ait eu cette peine rendue permettra de pouvoir une meilleure reconstruction en tout cas pour moi. Merci. Et sinon, les mecs, j'ai vu qu'il n'était pas français. Moi, personnellement, j'ai pas envie que mes impôts payent son séjour en prison en France. Je préfère qu'on le renvoie chez lui. Au pire, je préfère même que mes impôts payent son séjour en prison, mais dans son pays. Je crois que là-bas, ça coûte moins cher. Bref, du coup, on passe sur le poste de ligne droite. C'est avec Messia qui s'attaque à Ousmane Dembélé. Je m'étonne, si vous voulez, de cette manie qu'on a. Aya Nakamura fait rayonner la France. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner
même pas la chanson française, parce qu'Aya Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde, c'est pas Aznavour si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Il faut quand même rappeler que Aya et Ousmane sont français. Hein. Ousmane, il est né à Évreux, là où cet abruti, il veut se présenter. Hein. C'est quand même cocasse. Alors que lui, il est né en Égypte. Hein. Faut quand même le rappeler. C'est une folie. À l'écouter, en fait, même avec la carte d'identité française, tu n'es pas français, en fait. C'est une folie. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, donc je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral, mais elle contourne en fait la loi sur le voile intégral en mettant un masque chirurgical sur son visage. Ce qui lui permet, effectivement, en accompagnement du reste de son voile, de se masquer complètement. Bon, est-ce que Ousmane Dembélé est un Français d'identité française et est-ce que la famille d'Ousmane Dembélé est l'archétype de la famille française comme vous et moi, selon l'expression consacrée? La réponse est non. Mais ce type, il transpire la haine et la jalousie, c'est une folie. Et on passe sur le poste de Kunta Kinte qui a marqué le chroniqueur de BFM, Charles Consigny, qui est avocat d'Alexandre Djouri, qui dit « Comme par hasard, les deux Arabes qui étaient là sont les deux seuls qui dorment en prison ce soir. Un droitard qui parle de racisme pour justifier la peine, alors que c'est lui qui a été nul. » On va pas ressortir Alexandre Djouri. Pas ce soir, non, malheureusement. Je pense que le tribunal a cédé à la pression de l'opinion publique et je constate que, comme par hasard, les deux Arabes qui étaient là sont les deux seuls qui dorment en prison ce soir. Ça n'a rien à voir, et ça, je le dis comme je le pense parce que c'est ce qui s'est passé depuis le début avec Alexandre Djouri. Et je pense que c'est parce qu'il est né Ahmed Djouri qui dort en prison ce soir. C'est un des éléments qui... C'est un mec de droite qui parle de racisme et c'est le mec de gauche qui lui dit « Non, arrêtez, regardez, c'est Quotidien qui dit ça. » C'est aussi pour justifier le mandat de dépôt qui a été décerné à Nicolas Sarkozy. Il en fallait un autre ou deux autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les deux Arabes. Ces mandats de dépôt, ce sont des têtes qu'on exhibe à la clameur de la foule. C'est ça qu'on fait. On n'a pas bougé depuis 200 ans. C'est une honte. Are you saying that the French justice system is not just? Oui, of course, but we knew it already since a few years. Ça me termine l'anglais des politiciens et de ces gens-là qui ont un niveau d'études de zinzin, tu vois. Et l'anglais, il fait flipper. Hein. Du coup, on passe... Alors moi, je suis pété, hein, je sais, je suis pété. Mais j'ai pas leur niveau d'études. Du coup, on passe sur le poste de Antoine Léaumont qui dit « Excellente députée au Bono » qui exprime l'hypocrisie de tous ceux qui demandent sans arrêt la tolérance zéro pour les petits délinquants, mais qui trouvent toutes les excuses du monde pour Nicolas Sarkozy. Bravo, camarade. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vraiment. Ce qui m'interpelle, en fait, c'est que malheureusement, cette attitude, cette bienveillance, cette compréhension de ce que fait la prison, de tout ça, n'est possible dans ce moment-là que parce qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Moi, c'est ça qui me serre le cœur. C'est parce que vous disiez, pour le gamin des cités, il n'aura jamais le droit à ce qu'on comprenne que non, c'est pas VIP, non, c'est pas le Club Med. Le gamin des cités, il n'aura jamais droit aux plaidoiries de grands avocats qui expliquent comment l'affaire est bien plus compliquée. Il aura droit, par contre, à un déluge de discours, notamment, effectivement, des mêmes gens qui, aujourd'hui, sont d'une bienveillance avec monsieur Nicolas Sarkozy en expliquant à quel point c'est une injustice. Ces mêmes gens mais est-ce que la décision de la justice ne prouve pas l'inverse aujourd'hui? Est-ce que la décision de la justice ne montre pas finalement que Nicolas Sarkozy est traité comme tous les autres justiciables? Eh bien, si ça n'était pas, de mon point de vue, une exception, on pourrait s'en féliciter. Mais il y a trop, et ce que vous dites est extrêmement fort et puissant. Parce qu'il y a trop, et je termine là-dessus, excusez-moi, mais il y a trop de gens, en fait, qui subissent les politiques et la pseudo-fermeté et qui voient effectivement leur vie brisée. Parce que Nicolas Sarkozy, je ne sais pas combien d'années de prison il va faire, mais quand il va sortir, il aura de quoi, en fait, avoir la possibilité de se réparer. Et il y a trop de gens dont la vie est complètement brisée, en fait, par ce qu'on leur inflige. Et on leur inflige parce qu'il y a des politiques qui, aujourd'hui, expliquent que Nicolas Sarkozy n'a rien à faire en prison et qui sont sans pitié, tolérance zéro, pour des dizaines et des dizaines de gens qui, parfois même, ne sortent pas de prison, parce qu'ils finissent par en finir, en fait, en prison. Et c'est ça que je trouve extrêmement grave dans tout le débat politico-médiatique qu'il y a autour de cette affaire. Simplement l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Et on passe sur le poste de CNews qui a marqué, alors que Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal qui a ordonné sa prochaine incarcération dans le dossier des financements libyens de sa campagne en 2007, Rachel Kahn réagit. C'est une décision qui condamne l'ensemble des Français. L'ensemble des Français, les mecs. Ouais, je trouve que c'est une décision qui condamne la France, en réalité, qui condamne l'ensemble des Français. On est déjà dans une insécurité urbaine, insécurité sociale, insécurité économique, insécurité internationale, où on a un président de la République qui tend la main à des terroristes. Là, maintenant, on a des décisions de justice qui sont à l'encontre de l'état de droit et à l'encontre de la démocratie. C'est-à-dire que ça fait très peur. C'est une insécurité juridique, avec des principes fondamentaux qui sont bafoués, et notamment la proportionnalité entre les accusations et la peine. Là, le fait de mettre effectivement un ancien président de la République en détention provisoire, alors même que nous avons
vous en avez parlé, soit des OQTF, et en tant que femme en plus, je peux en parler, qui commettent des faits de viol, qui commettent des crimes. Ils sont condamnés 11 fois. Non mais 11 fois. C'est-à-dire que là, vous imaginez les Français aujourd'hui, et qu'on soit d'accord avec, c'est pas une question du tout de couleur politique, c'est une question de droit. Et notre France aujourd'hui, par rapport aux Français, mais aussi par rapport aux yeux du monde, c'est compliqué de relever la tête comme le fait Nicolas Sarkozy ce soir. Du coup, dans les commentaires, elle est débile cette pauvre fille. Tant de bêtises, ce n'est pas possible. Il les paye chez Bolloré pour soutenir son ami Nicolas Sarkozy en croisière en famille sur le yacht de Vincent Bolloré. Et on passe sur le poste de Jacques Renardière qui a marqué « Pour atteindre la fortune de Bernard Arnault, il vous faudra 237 000 ans, donc il faudra commencer au Néandertal. » On est peut-être dans un mouvement pré-révolutionnaire dans le sens où il y a un certain nombre de parallèles qu'on peut faire à mon sens. J'aime beaucoup quand François Ruffin parle de révolution fiscale, d'états généraux de la fiscalité. C'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle les états généraux sont convoqués en 1789. C'est précisément pour répondre à une dette, un problème de dette. Les caisses de l'État sont vides. Mais il y a aussi, au moment de la Révolution, un problème de mauvaise récolte, un problème de famine et un problème de sentiment d'injustice très fort. Et là, je reviens à ce que vous disiez sur la question, et aussi ce dont on parlait tout à l'heure, la question philosophique en fait. Parce que ce débat fiscal dans lequel on se débat depuis tout à l'heure, c'est bien une question de justice sociale et donc c'est un problème philosophique, mais aussi politique et démocratique. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis assez choquée par le terme confiscatoire que vous avez employé tout à l'heure. Ce qui me semble confiscatoire, ce n'est pas d'aller prendre 2% d'impôts à 1800 foyers qui détiennent des fortunes considérables. Juste parce qu'on a quand même tendance à perdre un petit peu les repères avec cette quantité d'argent. Quand on parle de 150 milliards d'euros, ça veut dire quoi concrètement? Je vais faire une petite expérience de pensée. Imaginons que vous économisez 1500 euros de SMIC, enfin 1500 euros par jour, un SMIC par jour. Donc vous êtes plutôt confortable. Pour atteindre la fortune de Bernard Arnault, il vous faudra 237 000 ans. C'est-à-dire qu'il faut commencer à l'époque de Néandertal. Non, mais il faut quand même se rendre compte de l'ampleur de la confiscation dont on parle. Elle est là, la confiscation. Et quel est le but de cette démonstration? La fortune de Bernard Arnault est estimée à 200 milliards, sachant qu'un billet fait 0,12 mm d'épaisseur en empilant des billets de 500 €. Quelle hauteur la fortune de Bernard Arnault atteint-elle? Je dirais la Tour Eiffel. Ah, j'ai juste. Putain. Et on passe sur le poste de Serfia qui a marqué Flash, qui crie mort à l'Amérique. Benjamin Netanyahu a présenté une pancarte QCM à la tribune de l'ONU. Faisons autre chose pour la première fois à l'ONU. Un petit quiz. Levez la main si vous connaissez la réponse aux questions suivantes. Première question. Qui crie mort à l'Amérique? A, l'Iran, B, le Hamas, C, l'Hezbollah, D, les houthis, ou E, tous? E, correct. Deuxième question. Qui a assassiné des Américains, des Européens de sang-froid? Petit A, Al-Qaïda, B, le Hamas, C, le Hezbollah, D, l'Iran, ou E, tous? C'est encore une fois correct, petit E. Voilà le message que je souhaite vous faire passer. Nos ennemis nous haïssent tous. Avec la même bile, ils veulent plonger le monde moderne dans l'ère de la violence, des ténèbres, du fanatisme, de la terreur. Du coup, dans les commentaires, cette pancarte est plus juste. Qui tue des milliers de civils innocents? Benjamin Netanyahu, Bibi, moi, le Premier ministre israélien. Le pire, c'est qu'aucun n'a appelé la mort de l'Amérique. Bon. Sauf l'Iran, ils le font régulièrement, comme pour la France, le Royaume-Uni, etc. Mais les autres, pas vraiment. Et on termine avec ce poste d'Impact Média qui a marqué alerte générale. Le président de la Colombie appelle à créer une armée internationale et à rassembler les armes pour aller libérer la Palestine. Gustavo Petro choque l'Assemblée générale de l'ONU et s'en prend violemment à Donald Trump qui l'accuse d'être complice du génocide à Gaza. J'invite les nations du monde et leur peuple à rassembler des armes et des armées. Nous devons libérer la Palestine. Nous avons assez parlé. Aujourd'hui, il est temps d'agir. Comme l'a dit Bolivar, la liberté ou la mort. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martín, de Artigas, de Santa Cruz. Ya sobran las palabras. Es la hora de la espada, de la libertad o muerte de Bolívar.
porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Hay que levantar la bandera rojinegra de la libertad o muerte que alzó Bolívar, sin olvidar el color blanco que levantó junto al rojinegro, color de la paz como esperanza para que haya esperanza de vida en la tierra y en el corazón de la humanidad. Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseñan tiranía. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvation del monde. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Grok, est-ce vrai? Je pense, hein, quand même. Oui, c'est vrai, Gustavo a tenu un discours à l'Assemblée Générale de l'ONU le 23 septembre, appelant à une armée internationale pour libérer la Palestine et critiquant Trump. Hein. Ok. N'importe quoi. Dans ce cas, rassemblons toutes les armées pour aller libérer l'Ukraine tant qu'on y est. Idem pour d'autres pays en conflit. Nos forces diplomatiques ont complètement disparu au profit d'une rhétorique de guerre ou azimut. Les latinos ont plus de courage que les pays frères arabes quand même. Bref. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé. À vous d'écrire. Ciao tout le monde.